Les interactions sont avec ceux qui vous entourent, avec ceux qui vous accompagnent, avec le milieu médical, mais aussi avec les autres malades et les autres accompagnateurs dont on se sent moyennement solidaire et qui sont, d'une certaine manière, concurrents pour la rapidité de l'intervention médicale. Cela est très justement repéré par Jean Péneff. Le contexte n'est pas celui de la vie ordinaire, et ce qui en fait aussi un endroit peu ordinaire, ce sont les dialogues médicaux qui se déroulent dans les couloirs, devant la salle d'attente, alors que par exemple des blessés graves sont amenés sur des brancards et qu'à voix haute on explique aux professionnels les circonstances de l'accident. Pour les classes moyennes, nous dit Péneff, se pose la question: doit-on regarder? Doit-on écouter au risque de voyeurisme? Ce qui est étrange dans cet espace, c'est qu'en fait, les catastrophes passent devant les usagers. Les blessés traversent les couloirs et les halls des urgences. La question se pose pour chacun de la manifestation de la curiosité. La question du détournement du regard et du comment faire. Ces questions semblent se poser avec plus de difficulté pour les consultants des classes moyennes. Cette question de la scène médicale, ouverte à tous, est aussi intéressante. Le fait que beaucoup de choses soient dites devant le public. Le fait que lorsque vous arrivez au guichet, un professionnel fait une sorte de manière d'un premier interrogatoire médical. De quoi souffrez-vous? Pourquoi venez-vous? On assiste à une pré-consultation dans cet espace limité. Péneff a même vu dans un moment d'extrême agitation les consultants et leurs familles aider les hospitaliers à déplacer les chariots des affaires d'un malade. Il y a là quelque chose qui ressemble à l'espace de la rue, avec une circulation incessante, où il faut créer de la place et demander aux gêneurs de se déplacer. La cohabitation dans cet espace réduit se trouve là imposée à ceux qui se retrouvent avec des compagnons non choisis. Non choisis culturellement, non choisis socialement et socialement éloignés pour la plupart. Il faut surmonter des sentiments forts qui peuvent être des sentiments négatifs, comme le dégoût, l'hostilité, la pitié. Il faut les surmonter. La place à tenir dans l'espace de l'hôpital est plus difficile que dans l'espace de la rue, parce qu'on se déplace évidemment moins facilement dans ce contexte difficile et on est vulnérable dans la situation d'attendre à la consultation. Mais on apprend dans le cadre des urgences à accepter la différence, à censurer ses paroles, à réfréner sa colère, à réfréner son énervement, à réfréner ses impulsions. On apprend aussi que l'angoisse partagée par d'autres est maintenue sous silence dans la salle d'attente et partagée. Péneff a remarqué qu'une fraction de classe populaire moyenne est extrêmement polie, qu'elle peut même manifester une solidarité de salariés avec le petit personnel hospitalier, tandis qu'une autre faction se plaint à haute voix, menace au guichet, prend à partie les soignants. Ceux qui attendent feignent de ne pas entendre ou approuvent. Péneff appelle la classe moyenne la strate supérieure des classes populaires. Il remarque que cette classe, la classe moyenne, se plaint plus fréquemment aux urgences que dans les autres services, pour ce qui apparaît à leurs yeux comme un comportement inconvenant. C'est probablement cette question de promiscuité qui peut expliquer la désertion des urgences par les classes supérieures. Péneff a très bien remarqué que les étrangers riches sur Paris ont leur propre clinique et urgences, notamment l'hôpital américain. Il a assisté à de nombreuses scènes où les diplomates
où les étrangers aisés du tiers-monde réclament un traitement de faveur et des passe-droits et se montrent véhéments dans la critique du service public. Les urgences apparaissent comme un miroir déformant de la société. On lit beaucoup dans la presse qu'il y a trop de malades pauvres, sales et difficiles à contrôler, et il y a renforcement des mesures sécuritaires. Il existe des projets de réforme pour évacuer les urgences de cette population indésirable qui gêne, et la médecine et les autres consultants, terme américain, boomers. Des urgentistes, médecins à Paris et ailleurs en France, soignants et administratifs sont partagés par rapport à une mise en place individuelle d'exclusion des plus pauvres. Certains n'ont pas d'état d'âme, mais d'autres se soucient vraiment de réduire les inégalités et des disparités sociales au niveau de l'accès aux soins. Les inégalités sociales. Toutes les sociétés ont un certain nombre d'inégalités et des disparités plus ou moins accentuées. Grand 1, définition. Unité sociale de résultat d'une distribution inégale au sens mathématique du terme entre des membres d'une société et les ressources d'une société, due aux structures mêmes de cette société et faisant naître un sentiment d'injustice au sein de ses membres. Grand 2, le concept d'inégalité mathématique. On peut dire qu'il y a inégalité entre deux membres d'une même société. Si les choses étaient si simples, on pourrait donner effectivement un sens à l'homogénéité. Cela permettrait des comparaisons dans le temps et dans l'espace. Le premier problème est que toute réalité doit être définissable. Il est extrêmement difficile de mesurer certaines disparités. On n'est même pas sûr des données disponibles quant au niveau de vie et au pouvoir d'achat. Cette notion d'inégalité mathématique néglige les opérations, néglige les rapports entre les différents aspects et néglige les phénomènes qui en résultent. L'inégalité sociale présente donc un caractère systématique. Un tableau avec des données chiffrées, sectorielles, nous explique cette complexité. Beaucoup tentent de saisir un caractère cumulatif des inégalités sociales à partir de ces notions d'inégalité mathématiques et de la position des différentes catégories sociales au sein du système des inégalités. Ils construisent toutes sortes de schémas et de tableaux. On a des indices statistiques donnant des inégalités entre les différentes catégories socio-professionnelles et permettant de situer chacune d'entre elles par rapport à la moyenne de l'indice considéré. Dans un polycopié, un tableau reproduit 38 indices extrêmement divers. Le taux de chômage, le revenu disponible par image, le patrimoine moyen net, le taux de mortalité, le taux d'étudiants à l'université, le taux de départ en vacances, etc. Des dossiers montrent que les mêmes catégories se retrouvent quasi systématiquement en position défavorable, ou même très défavorable. Les employés et aux ouvriers cumulent les signes négatifs, tandis que les autres cumulent les signes positifs. Dans tous les cas, les indices ont été distingués. La suppression des employés apparaît plus favorable sur celle des ouvriers. Par contre, ils sont défavorisés sur le plan du patrimoine, ces mêmes employés, et de la représentation politique, et en ce qui concerne les premiers soins intermédiaires. Les cadres et les professions libérales apparaissent parmi des situations particulièrement favorables. On peut noter la non-distinction entre cadre et profession libérale. Or, la réalité sociale nous fait bien penser
qu'il y a des différences. Cet état du tableau n'arrive pas finalement à s'exprimer, et s'exprimer finement. On sait simplement que les revenus et les patrimoines distinguent cadres et distinguent les professions libérales à l'avantage de ces dernières, c'est-à-dire des professions libérales. Pour ce qui concerne les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprise, leur situation est moins bonne dans le domaine de la santé, alors qu'elle est sensiblement meilleure pour les revenus et le patrimoine. Pour les agriculteurs, la situation a l'air plus contrastée. Cette catégorie des agriculteurs a le plus grand pourcentage de propriétaires de logements. Mais ces logements sont en moyenne les moins confortables. Ils se retrouvent en position sensiblement défavorable pour l'école, et défavorable pour la santé, et défavorable pour les usages sociaux du temps, les agriculteurs. Les petits indépendants non agricoles se rapprochent des agriculteurs pour le cursus scolaire et universitaire et les usages sociaux du temps. Grand 3, les ressources de la société. Ce ne sont pas seulement les ressources matérielles ou financières, mais aussi les ressources sociales et politiciennes de la société. Dans le tableau, les sociologues ont tenté d'atteindre le plus finement possible ce qui concerne l'appartenance à des associations, à des partis politiques, la diversité des rencontres et des moyens de pouvoir se faire entendre et de défendre ses intérêts et ses droits. Nous avons la ressource symbolique, la maîtrise des savoirs, les références culturelles, les diplômes scolaires, tout ce qui permet de se donner une démarche cohérente. Si la notion de ressources permet de couvrir une grande partie du champ des inégalités sociales, elle ne permet pas de comprendre la division de la société en classes, ni le régime de la propriété, des moyens de production, quels qu'ils soient communautaires, étatiques ou privés. Elle rend mal compte des divisions sociales, des travaux et des fonctions des formes et des structures du pouvoir politique. Quelques notions sur l'inégalité mathématique et sur les ressources de la société. Les inégalités sont liées aux structures mêmes de ces sociétés. Toute inégalité dans une société n'est pas une inégalité sociale, pas seulement. Par exemple, cette société actuelle n'est pas responsable des disparités naturelles, des fertilités des sols, alors qu'elles sont retenues comme inégalités. Ce n'est pas une inégalité sociale, c'est une inégalité naturelle. Les structures sociales qui existent pourront réduire telle ou telle inégalité naturelle. Grand 4, structure de la société. La naissance provoque une transmission inégalitaire du patrimoine. Il suffit à certains de naître pour posséder plus que ce que personne ne possédera jamais grâce à un outil de travail. La naissance. De ces inégalités fondamentales, celle de la naissance est un terme souvent oublié. La société française ne limite pas la reproduction intersubventionnelle des inégalités. Elle ne diminue pas. Par exemple, les inégalités scolaires. 75% des enfants de cadres ou d'enseignants quittent le système universitaire entre mars 1993 et mars 1998 avec un diplôme de l'enseignement supérieur. 75%. Tandis que ce n'est le cas que pour 20% des enfants d'ouvriers, 20%. Une part de ces inégalités revient au fonctionnement du système éducatif lui-même. On peut donc être optimiste quant aux possibilités de modifier les conditions de l'apprentissage pour tenter d'aligner
ce décalage considérable. Le retard scolaire est issu des familles les plus pauvres. En 1993, et c'est toujours le cas aujourd'hui, un fils d'ouvrier a 2 chances sur 3 d'être ouvrier ou employé, et 1 chance sur 10 d'être cadre ou d'exercer une profession supérieure. Inversement, un fils de cadre a plus d'1 chance sur 2 d'être dans la même catégorie socio-professionnelle que son père, et moins d'1 chance sur 10 d'être ouvrier. La reproduction par les écoles est due à l'ensemble du système scolaire et universitaire. La hiérarchie sociale et la hiérarchie scolaire se retrouvent largement. Les inégalités sont aussi causées par l'extrême concentration du patrimoine, et plus encore des patrimoines professionnels, et par le fait de soigner son conjoint dans la même groupe social. Grand 5. Sentiment d'injustice. Historiquement, on remarque la contestation des inégalités sociales par ceux qui les subissent et leur lutte pour les décrire. La notion d'inégalité sociale est située entre la supposée extrême objectivité de l'attraction mathématique et la créativité d'un sentiment d'injustice variable selon les groupes, dans l'espace et dans l'éthique. Ce sont les familles de la noblesse et de la grande bourgeoisie qui ont des revenus hérités et des patrimoines importants. Des études se sont intéressées au processus de la reproduction de ces positions dominantes.